parcours en 2 mots là. Donc moi j'ai 32 ans, j'ai commencé à entraîner vers 18 ans dans la région rennaise, sur des baby baskets, puis ensuite des cadets, etc. Et puis je suis parti à Passé, à côté de Rennes, m'occuper de senior filles en région. Et puis bon, on a eu la chance de monter jusqu'en National 3. Ensuite je suis parti à Trégueux, en National 2, on est monté en N1. Je suis parti au Poinçonnet avec Baptiste qui marche après. On était en N2, puis on est monté en N1 aussi. Et puis ensuite, je suis parti à la glacerie. On a fait une saison en N1, ça a été arrêté pour le Covid. On était promis à cette époque-là, et grâce à cette saison-là, on a été repêché cette année en Ligue 2. Voilà. Et puis en parallèle de ça, depuis 3 saisons, je suis dans le staff du Sky, donc à Chicago, en WNBA, en tant que coordinateur vidéo. Et ça se passe plutôt bien, voilà, pour l'instant. Aujourd'hui, merci. Aujourd'hui, le thème, donc, on devait traiter de l'analyse, on doit traiter de l'analyse un peu en détail, on va montrer certaines choses et des aspects défensifs, et puis ensuite de transposer sur le terrain certaines choses, mais on va aussi parler d'attaque. On ne va pas rester que sur la partie défensive, on va essayer d'avoir une double vision par rapport à l'analyse et par rapport au terrain, attaque et défense. Donc voilà. Juste avant de rentrer vraiment dans le vif du sujet, on va dire, ce rôle d'assistant vidéo là, que je peux avoir à Chicago, il dépend vachement de ce que le coach veut. C'est-à-dire que quand on est assistant vidéo, on est là pour, certes, apporter des choses et un point de vue et des idées, mais on est surtout là aussi pour se mettre au service du coach. Donc c'est James Wade qui donne sa ligne directrice, et c'est à nous derrière de nous adapter. Donc s'il y a des choses qu'on ferait différemment, on doit être en capacité de se donner à 100% pour ce que le coach veut. Voilà. Et donc il faut une adaptabilité, on va dire, obligatoire. Et puis en parallèle, j'ai ce rôle de coach principal aussi à la glacerie, et là c'est complètement différent, bien sûr, puisque là on est pilote du bateau, donc voilà. Une remarque aussi en aparté, parce que il y a forcément des entraîneurs, vous êtes tous entraîneurs, donc voilà, et c'est quelque chose qui me trotte dans la tête, et que ces dernières décennies j'ai pu faire ce constat-là. C'est que en fonction de ce qui nous arrive, on n'est jamais le meilleur, et puis on n'est jamais le pire non plus. C'est-à-dire que j'ai eu beaucoup de chance dans ma carrière pour l'instant de monter, de vivre des titres, des choses comme ça. Et pourtant, ça ne veut pas dire que je suis le meilleur, loin de là, parce que si j'avais pas les joueuses pour gagner, je n'aurais pas gagné, tout simplement. Et puis, en même temps, cette année, c'est compliqué pour nous, parce que on perd beaucoup avec la glacerie en Ligue 2, il y a des circonstances, etc. Et ça ne veut pas dire non plus qu'on est les pires entraîneurs dans ces cas-là. Donc c'est plus un message que je transmets, pour garder à la fois de l'humilité quand on gagne, et puis en même temps de la confiance quand on perd, parce que en tant qu'entraîneur, on est souvent mis devant tout le monde comme ça, et puis voilà, donc c'était juste un petit aparté. Et juste avant d'enchaîner, donc là on va montrer 2 fenêtres d'analyse qu'on utilise avec le Sky. J'étais venu il y a 2 ans présenter quelque chose, et ça a bien évolué depuis, parce que en 2019, on avait vraiment, c'était un fichier Excel, et puis voilà ce qu'on pouvait avoir comme information, mais depuis, voilà, tout a été révolutionné. On a beaucoup travaillé avec James pour arriver à ce qu'on va montrer là. Et puis ensuite, on va mettre sur le terrain des situations offensives et défensives que, a priori, je pense que vous connaissez tous et toutes. Il y a peut-être certains trucs que vous pourrez piocher, mais en fait, c'est plus pour relater l'expérience de ce qu'on a vécu, notamment cette année avec le Skype, de ce qu'on peut faire un peu à la glacerie, et quelles adaptations nous ont permis notamment d'aller chercher ce titre WNBA. Donc on va essayer de montrer certaines choses. S'il n'y a pas de questions, on peut démarrer du coup. Alors la première chose, donc je vais ouvrir, voilà, donc on est sur le logiciel Sportcode, alors certains connaissent peut-être. Ça c'est un package avec en fait tous les matchs qu'on a joués en demi-finale des playoffs contre Connecticut. Et je vais ouvrir donc une première fenêtre d'analyse. Alors, bon, elle n'est pas méga ajustée, mais c'est pas grave, on va détailler quand même. Donc ça c'est ce que nous on appelle le game recap, d'accord? Donc je vais juste le faire coïncider avec le package derrière.
Donc on a sur cette feuille-là, en fait, c'est une feuille de rapport sport code que je transmets après chaque match à James et au coaching staff. Et pendant le match, on code aussi en live pour qu'à la mi-temps, on puisse montrer des images aux joueuses et qu'on ait des informations statistiques que je vais vous détailler là, pour pouvoir leur montrer en fait dans le vestiaire. Donc voilà, donc ici sur la gauche, on a déjà tous les systèmes et voilà, tous nos systèmes de jeu sur la gauche. Donc c'est un petit peu long avec des remises en jeu. Et donc en fait, on peut voir ce qu'on joue le plus, voilà, le nombre de fois où on les joue, les points par possession. On parle beaucoup en termes de points par possession dans notre analyse. Ça me permet de préciser une chose aussi. Je vais le faire maintenant, cette précision-là, parce que c'est très important pour la suite de tout ce qu'on fait. En fait, souvent, quand on a des matchs à préparer, on se concentre sur l'adversaire, on dit ok, là on va jouer, je sais pas, Rennes par exemple. Voilà ce qu'ils font, voilà les joueuses qu'elles ont, les joueurs qu'ils ont. Nous, comment on va faire pour essayer de les contrer, etc. Ok, ça, bien évidemment, c'est important. Parce que vous ne pouvez pas arriver et puis ne rien connaître de votre adversaire, vous risquez de vous faire surprendre. Sauf que ce qui va vous faire progresser aussi sur le long terme, c'est comment vous allez analyser vos performances de manière globale. C'est-à-dire, quand on cumule les matchs, on va avoir un certain nombre de données, un certain nombre d'informations, et ça va nous aider à connaître nos forces et nos faiblesses. Et peut-être que parfois on ne passe pas assez de temps à analyser nos performances, et du coup on est sans cesse dans une espèce de fuite en avant du scouting de l'adversaire. Voilà. Donc moi mon rôle c'est vraiment de donner des informations sur nos performances à nous. Donc là aujourd'hui, on sait que ici, si on veut voir, voilà, c'est le système SI là, voilà, on veut le voir, on va cliquer ici, et puis directement on va avoir en fait les 3 séquences. Voilà, donc on a un point par possession sur ce système-là, donc je ne sais pas si c'est celui-là qui est marqué. Bref. Non, c'était pas celui-là, mais c'est pas grave. Voilà. Donc voilà, en fait, toutes les statistiques qui sont en rouge sur cette fenêtre-là et qu'on va détailler sont reliées à de la vidéo. Donc pour James, quand il reçoit le package, cette information-là, lui en fait, il peut directement aller voir ce qu'il a besoin ce qu'il recherche en fait. Ok, ce système-là, est-ce que pour nous il est efficace, pourquoi il l'est, hop, il clique sur la vidéo, il va tout avoir. Et c'est le même principe pour la suite. Donc ici, point par possession, turnover, donc les balles perdues, et donc le pourcentage de balles perdues par possession. Donc là, dans les contre-attaques, on voit que 12,5% du temps, on a perdu le ballon. Voilà. Ensuite, on a ici un outil qui est l'outil des line-up. Alors, c'est quoi? En gros, on va sélectionner Candace, par exemple, que tout le monde connaît. Et Candace contre Connecticut, elle a joué 142 minutes, elle est à plus 11 de plus-minus, et quand elle est sur le terrain, on a un point par possession qui est de 1,05, et quand elle n'est pas sur le terrain, le point par possession est de 0,95. Donc c'est mieux avec elle. Et balles perdues, 14,6, et quand elle n'est pas sur le terrain, 17,5. Donc c'est mieux avec elle aussi. Et donc, en fait, après, ce truc-là, c'est qu'on va pouvoir voir Candace et Azuré ensemble. Qu'est-ce que ça donne? Ça donne que le plus-minus, il est à plus 53 en 95 minutes. Et donc là, tout de suite, on voit que cette association de joueuses intérieures-là, elle est intéressante dans cette série-là de Connecticut. Après, le package qui est au fond, là, j'ai mis Connecticut parce que c'était pour l'occasion. Mais si on prend tous les matchs de la saison, on va avoir un volume qui est bien plus grand et on va savoir quelles associations de joueuses peuvent être intéressantes. Et de la même manière, voilà, Courtenay, on va voir la meneuse de jeu avec ces choses-là, qu'est-ce que ça donne. Et puis si on veut changer, on va voir plutôt du coup nos joueuses remplaçantes avec Steph et puis par exemple Astou. Voilà, qu'est-ce que ça donne. Bon, c'est pas si mal. Non, on perd un peu plus de ballons, vous voyez, ça passe en rouge sur les balles perdues, donc voilà. Et si on veut voir en fait pourquoi est-ce qu'on perd les ballons quand elles sont sur le terrain, on va cliquer ici, et puis donc on va avoir les balles perdues, après l'interview de Candace, on va avoir les balles perdues lorsqu'elles sont sur le terrain, voilà. Donc cet outil-là, pour nous, il est vachement intéressant parce que quand on joue, je sais pas, Dallas par exemple, on va regarder le premier match de Dallas et on va voir s'il y a des joueuses qui ont été vraiment eu un impact sur ce match-là, et puis quand on va rejouer Dallas, on va mettre les deux matchs ensemble, et puis quand on va avoir un troisième match contre Dallas ou un quatrième, ou qu'il y a les playoffs qui arrivent, on va commencer à avoir des tendances. Et le basket est un sport de tendance. Ça, c'est sous-estimé très clairement partout dans le monde, je pense. Mais les joueurs ont des tendances absolument incroyables. Si vous observez
la façon dont un joueur ou une joueuse joue, et que vous enchaînez les actions dans le scouting, vous allez voir des tendances qui sont exceptionnelles. Marine Johannes, quand elle va à gauche, elle fait step back. Quand elle va à droite, elle va dans la fixation. Bien sûr, des fois elle peut s'arrêter à droite, prendre un jumper, des fois elle peut aller essayer de finir à gauche, mais sa tendance, c'est celle-là. Et donc, voilà, bref, je m'écarte un peu du sujet, mais en fait, nous, on essaie d'aller chercher les tendances. Ici, on a des comparaisons statistiques entre nous et les adversaires. Alors bien sûr, les points par poste, le rating, l'offensive rating, voilà. Les balles perdues, rebonds offensifs, les points en deuxième chance qui collent avec les rebonds offensifs, les points en transition, les points dans la raquette, avec le true shooting percentage. On parle pas mal de true shooting percentage parce que, je vais juste repréciser ce que c'est quand on considère les tirs à 2 points, les tirs à 3 points, c'est franc. Donc voilà, et qu'on essaye de niveler un petit peu tout ça pour avoir une statistique d'efficacité au tir global de l'équipe ou de la chose. Et en fait, ça permet d'avoir un chiffre qu'on peut comparer entre 2 points, 3 points. Voilà. On peut savoir du coup, où est-ce qu'on est plus efficace, parce que vous savez bien que si vous tirez à 35% à 3 points et à 50% à 2 points, il vaut mieux tirer à 3 points, puisque ça vaut un point de plus. Mais avec le true shooting percentage, finalement, on peut comparer tout ensemble. Les points dans la raquette, donc les points à 3 points, le true shooting percentage à 3 points. Quand on amène la balle dans la raquette, et vous voyez qu'à chaque fois qu'on amène la balle dans la raquette, on est à un point par poste, qui est supérieur à notre point par poste global. Donc nous, on avait une volonté, c'était d'amener la balle dans la raquette, et pas n'importe comment, vous allez voir, à l'inverse un petit peu de ce qu'on peut penser. Les remises en jeu, les pics, and roll, donc là, tout ça, ça englobe mid-pick, side-pick, step-up et end-off. Et puis ensuite, ici, on a un ratio d'action, donc lancer franc, 2 points, 3 points, balle perdue. Donc on voit en fait, voilà, quel pourcentage du temps on perd la balle, quel pourcentage du temps on va lancer franc, et pareil pour les adversaires. Et ici, on a un ratio de situation, transition, jeu de pique, écran non porteuse, catch and shoot et autres. Autres, c'est tout ce qui va vers le cercle. Coup, post-up. Et donc là, on va voir un peu comment on répartit notre jeu. Est-ce qu'on le répartit plutôt sur du pique, ou etc. Et l'adversaire aussi, pour voir les tendances de l'adversaire. Ensuite, ici, on a les situations. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on s'appuie énormément. C'est-à-dire qu'on va savoir, pourcentage de possession, qu'est-ce qu'on joue. Voilà. 8,8% c'était des jumpers. Donc c'était pas forcément l'idéal, mais bon. Voilà, 2,3%, c'est différent, mais voilà, 4,5% du temps, post-up, etc. Et on va voir notre possession en fonction des situations de jeu. Et pareil pour les adversaires. Voilà, différence, mais en gros, voilà, il y a beaucoup de choses où c'est similaire. Et là, très clairement, ça, on s'appuie énormément dessus parce qu'on va voir du coup qu'est-ce que l'adversaire recherche, où est-ce qu'il est efficace et qu'est-ce qu'il faut qu'on défende. Et là, si on observe, où est-ce qu'il y a un bon point par poste? Alors, un peu dans le post-up, mais c'est pas non plus incroyable. Beaucoup de catch and shoot, des coupes vers le cercle, pas trop mal sur le back pick, mais il n'y en a eu que 2. Et puis un peu d'écran non porteuse, mais il n'y en a eu que 5. Voilà. Et puis, rebond offensif, seconde chance, 52 et 1,25. Voilà, donc ça, avec ça, on peut savoir un petit peu où est-ce que nous, on est bon dans quelle situation et où est-ce que l'adversaire est bon. Ici, on a des box individuelles. Ça permet d'avoir un œil assez rapide en fait sur les performances des joueuses. Pareil, bien sûr, toutes les stats là, que je vous montre s'adaptent en fonction du package qui est derrière. Ça peut être un match, mais ça peut être une série, ça peut être une demi-saison, une saison, vous mettez ce que vous voulez. Et donc, je vais reprendre Candace par exemple, 61 points marqués, lancer franc, le temps de jeu. Donc là, par exemple, sur un match, quand on veut montrer le temps de jeu à une joueuse, on clique juste sur ce bouton. Son temps de jeu qui apparaît, et puis c'est facile en fait de lui montrer les choses. Le pourcentage à 2 points, à 3 points, les balles perdues et les points qu'elles nous coûtent en défense. Alors les points qu'elles nous coûtent en défense, en fait, c'est moi quand je code le match, je connais nos consignes défensives, ce qu'on est supposé faire sur les écrans, sur les duels, sur les rebonds, sur le repli, etc. Et quand je vois qu'il y a une joueuse qui ne fait pas, ou qui perd son duel, etc., qui n'est pas dans l'application des consignes, hop, je la codifie. Et comme ça, en fait, les points s'accumulent et on peut savoir, nous, quelle joueuse nous coûte le plus de points. Ici, on a une charte avec justement le true shooting percentage pour pouvoir comparer un petit peu par zone. Et on voit en fait où est-ce qu'on est efficace, est-ce que c'est dans la raquette, est-ce que c'est ailleurs. Et puis pareil pour les adversaires, bien sûr. Donc ça permet vraiment aussi de savoir
qu'est-ce que recherche l'adversaire en termes de volume de tir, où est-ce qu'elle tire, et puis quelle est leur efficacité. Et puis quand on descend un petit peu, là on a l'analyse défensive. Donc en fait, par joueuse, voilà, on va avoir le nombre de deflections, donc le nombre de ballons touchés défensivement. En fait, ça peut être un compte, ça peut être une déviation de balle, voilà. Le nombre de passages en force provoqués, le nombre de box-out que a manqué et donc a laissé un rebond off en fait à cause d'elle. Et pareil, en cliquant dessus, on peut lui montrer le nombre de drives en fait, où elle s'est fait passer, où ça a occasionné soit une faute, soit une passe décisive, soit un panier. Quand il y a de l'aide et quand il n'y a pas d'aide. Et puis les points que la joueuse nous coûte en défense. Donc ça nous permet vraiment d'aller un peu plus loin en fait, sur l'efficacité de chaque joueuse défensivement. Ici, ça c'était une demande de James à l'intersaison. Il m'a dit voilà, j'ai besoin de savoir sur les pick and roll à quel point on ferme la raquette et comment on prend nos points sur les pick and roll quand le ballon arrive dans la raquette. Et donc on a découpé en 5 situations différentes. Il y a une situation où la porteuse de balle va tirer dans la raquette. Situation où c'est le poseur d'écran qui roll et qui va au layup. Situation où c'est le écran qui roll et qui est dans la raquette et qui tire dans la raquette. Une situation ici où il y a tir à 2 points après que le ballon ait été amené dans la raquette par une autre joueuse. Et tir à 3 points, le ballon a été amené dans la raquette, mais tir à 3 points par une autre joueuse. Et donc, on voit le nombre de situations à chaque fois, on voit les points qu'on laisse, et on voit le pourcentage des points adverses dans cette situation-là. C'est-à-dire que là, les tirs à 3 points sur du pick and roll, quand le ballon a été amené dans la raquette, c'est 5,5% des points adverses. Et donc ça, en fait, on a beaucoup d'idées reçues, quand on n'analyse pas de manière chiffrée, on a beaucoup d'idées reçues, on se dit « Ah putain, on a des points sur les pics, mais comment exactement ?» Bon, ok. Ou alors on laisse beaucoup de rebonds off. Et quand on met des chiffres sur les choses, on peut définir des priorités de travail, vraiment. Et là, on peut savoir que, ok, ça, c'est pas prioritaire. S'il y a des choses prioritaires, ça va être peut-être ça, un petit peu tir à 3 points, et éventuellement ça, voilà. Et au moins, ça nous permet, nous, de guider après tout le travail, les discours avec les joueuses, les séances vidéo, etc. Et puis, la dernière chose sur cette fenêtre d'analyse-là, c'est donc le pourcentage des points qu'on laisse à l'adversaire et en fait dans quelle situation on les laisse. C'est-à-dire en transition, 9,5% des points, en seconde chance, 20%, à cause de nos fautes, 16%, dans la raquette, 58%, etc. etc. Le total ne fait pas 100, parce que vous pouvez laisser des points dans la raquette à cause d'un rebond off, par exemple. Mais en tout cas, ça nous donne une idée sur quelles sont les priorités défensives pour nous face à cet adversaire-là ou après ce match-là, et voilà, qu'est-ce qu'on doit régler en priorité. Clairement, 20% des points adverses en seconde chance, c'est un peu embêtant. Donc après, Connecticut, elles sont connues pour ça. Allez, rebond off, rebond off, rebond off, rebond off. Mais cette statistique-là confirme les choses. Donc bien sûr, hein, comme pour toutes les autres, en cliquant dessus, elle est en train de prendre le rebond off. Voilà. Alors, voilà pour cette première fenêtre d'analyse. Est-ce qu'il y a des questions sur ça, sur quoi que ce soit? Est-ce qu'il y a des questions? Oui. L'analyse est faite après le match ou pendant le match? C'est vraiment dans la semaine ou pas dans les autres? Dans le match, pendant le match. Ouais, en fait. Ouais, en fait, alors, je vous montrais, ça marche comme ça. Donc on a une timeline comme ça avec le match, et tous les trucs noirs que tu vois là, c'est des clips en fait qui sont codés via cette fenêtre là en fait. Et ça nous permet de, voilà, offense, defense, les systèmes, les joueuses, les zones des tirs, etc. Et avec le clavier, il y a des hotkeys, ça s'appelle, et en fait on peut taper au clavier et tout se fait en direct. Après, il y a un certain nombre de choses que je recode a posteriori, ça me prend à peu près 1h30, 2 heures après le match en plus, mais la majorité des choses sont codées pendant le match. Donc, en gros, James, à la mi-temps, il a les choses essentielles, et les 2 heures après le match maximum, il a cette feuille-là. Il peut rentrer chez le temps qu'il aille en conf de presse, qu'il rentre chez lui, il a le truc à la maison. Quoi. Et ce type
beaucoup d'infos que tu as, qu'on retrouve aussi sur des sites comme Instat. Du coup, par exemple, moi, ce que je demandais quand Béranger me découpe, c'est vraiment se concentrer sur nous. François va faire sur l'adversaire l'analyse des statistiques. On a beaucoup de choses qui sont par des sites déjà prédécoupés et qu'on peut réutiliser. Et du coup, par rapport à ça, nous on utilise ce type de fenêtre qu'on a aussi, mais peut-être un peu moins poussé. Parce que moi, je veux des choses précises par rapport à ce que j'attends sur mon équipe. Sur l'adversaire, je veux peu de choses, mais des choses qui me sautent aux yeux par rapport à leur efficience, sur quoi, qui attaquer par rapport au line-up qui sont de bonnes. Et en fait, après, on essaie toujours de mettre en corrélation des chiffres et de la vidéo pour que ce soit factuel et pas juste du ressenti. Alors, Instat, on a aussi Instat Synergie, donc ça c'est des boîtes privées en fait qui découpent les matchs, voilà. La seule problématique par rapport à l'analyse, c'est qu'il y a des situations que Instat va prendre, ou Synergie va prendre dans telle situation, et nous on veut être un peu plus précis sur les situations, ou alors nos systèmes de jeu, par exemple. Bien sûr que les boîtes privées ne peuvent pas connaître nos systèmes de jeu, donc du coup là c'est vrai que dans l'analyse de nos systèmes, ouais, c'est pour ça qu'il y a Béranger pour vous, et voilà. Et donc voilà, c'est deux travaux qui sont en fait entre notre analyse à nous et les boîtes privées qui font un taf aussi. S'il y a d'autres questions, il ne faut pas hésiter. Je vais ouvrir une deuxième fenêtre d'analyse. Ça va aller un petit peu plus vite, il y a un peu haut, mais quoique. Donc là, ici, en fait, l'idée, c'est d'aller chercher un play. Alors, par exemple, je vais aller chercher swing. Voilà. Donc si je... Oh, il n'a pas bien marché celui-là, notre Connecticut. Si je vais chercher un play swing ici, je vais pouvoir analyser complètement ce play-là avec les joueuses, avec les situations à l'intérieur du play, notre système de jeu, d'accord ? Juste pour le volume et pour que ce soit parlant en termes de chiffres, je vais aller remettre total offense ici. Ça veut dire que ça considère toute notre attaque, mais on imagine que c'est un système de jeu, d'accord ? Donc on va avoir ici évidemment sur ce système de jeu sélectionné où est-ce qu'on est efficace, voilà, et quelle est la répartition des tirs, est-ce qu'on tire plus à 2 points, 3 points ou 2 points dehors de la raquette. Est-ce que dans ce système de jeu là, admettons que ce soit un système pour aller chercher du pick and roll par exemple, et bien est-ce que vraiment on retrouve du pick and roll? Alors là 6,8% du temps, voilà, 5,8% du temps side pick and roll ici, 3,3 step up, et puis on va voir quel est notre point par possession dans cette situation-là, dans le système sélectionné. Voilà. Si c'est un système qui doit nous amener un post-up et qu'on est à 0,4 points par possession sur le post-up, il y a peut-être un petit problème dans le système, il faut peut-être le jeter, ou le changer, ou le travailler, ou le corriger. Et donc ça, voilà, on a toute une série de situations ici qui nous permettent vraiment d'analyser nos situations de jeu à l'intérieur du play. Et ensuite, de la même manière, on a cet outil de line-up là, où on va pouvoir voir l'efficacité des joueuses à l'intérieur du système. Donc on va savoir, dans le système qu'on a sélectionné, Total Offense, le nombre de possessions jouées par ces deux joueuses-là, 89, le temps de jeu, et puis voilà, qu'est-ce que ça donne en termes de rendement. Et ensuite, et là c'est là où c'est vraiment, pour moi, le plus-value de cette fenêtre-là, c'est qu'ici, par exemple, si on clique sur Ali, déjà on va voir que son true possession percentage, alors ça c'est une stat qu'on a nous créée entre guillemets, c'est-à-dire que c'est le true shooting percentage. Quand on perd un ballon, c'est comme un tir raté, et quand on provoque une faute, c'est comme un tir marqué. Comme ça, on voit un peu toutes les manières dont une joueuse peut finir une possession et voir si elle est efficace ou pas. Et donc en cliquant sur la photo d'Ali, on va avoir toutes les situations qu'elle a jouées dans le système. Et donc si c'est un système pour elle, forcément, ça va être intéressant de pouvoir analyser si réellement elle est efficace dans ce système-là. Et ensuite, en cliquant sur son prénom là-haut, on va voir sa shot chart à elle dans le système. Et je vous disais, les joueuses ont des tendances. Alors là, c'est pas forcément très marqué parce que peut-être que le volume n'est pas non plus très marqué, mais elle est plus efficace ici, mais pourtant elle en prend moins. Là, elle en prend un petit peu plus et elle est un peu moins efficace. Et là, vous voyez, hop, et hop. Bon. Le volume n'est pas suffisant pour avoir une tendance assez claire. Par contre, ce qui est sûr, c'est qu'elle est
plus efficace dans l'aile que face au panier. Et donc, pour nous, pour un coach, pour James, c'est vachement important de savoir ça. Parce que quand lui, il va dessiner des systèmes en sortie de temps mort pour Ali, il ne va pas le faire tirer dans l'axe, il va le faire tirer à 45 degrés. Et c'est ce qui s'est passé. C'est un exemple, mais en fait, prenez ça pour chaque chose, ça a des... Voilà. Et ensuite ici, donc si je clique sur Candace par exemple, je vais pouvoir voir où est-ce qu'elle est, dans quelle situation elle est efficace. Alors contre Connecticut, elle a été assez exceptionnelle parce qu'en fait, quand c'est rouge, c'est pas bon, quand c'est violet, c'est bon, et quand c'est bleu, c'est exceptionnel. On voit que c'est souvent violet ou bleu. Et donc on va voir, voilà, 3 coupes au panier, 2 mid-pick, 2 side-pick, 18 drive, 8 catch and shoot, et en fait on va pouvoir voir où est-ce qu'elle est efficace, etc. Et Candace, par exemple, c'est marrant parce que dans la saison, on s'est vite aperçu que sur le catch and shoot, elle avait un gros rendement, mais qu'elle refusait des tirs. Et en fait, on lui a dit, et puis elle s'est forcée un peu à le faire et tout ça. Dernier match des finales, 2 catch and shoot, 3 points, celui pour égaliser à 1 minute de la fin. Alors, bien sûr, c'est une chose exceptionnelle, elle n'a pas besoin de nous pour savoir ça. Mais en fait, on n'en sait rien. Si ça se trouve, voilà, on agit sur les probabilités. Peut-être qu'elle le prend en confiance parce qu'elle sait qu'elle est efficace aussi sur cette situation. Et puis on peut comparer. On peut mettre si Stevens ici, voilà, on peut avoir une comparaison. Et puis, bien évidemment, si on voit qu'une joueuse peut être en difficulté sur une certaine catégorie, une certaine situation de jeu, on peut lui dire, tiens, viens voir, Candace, on va te montrer tes 5 post-up. Voilà, et voilà pourquoi est-ce que tu es efficace, voilà pourquoi est-ce que tu n'es pas efficace, et elle va pouvoir, elle, se voir dans les situations de post-up, dans le système qu'on a sélectionné, ou dans Total Offense. Voilà, voilà pour cette fenêtre-là. Est-ce qu'il y a des questions sur cette fenêtre-là ou pas? Ok. Tac. Alors, juste où j'en suis. Donc, au départ, je peux vous montrer peut-être la première fenêtre d'analyse qu'on avait il y a 2 ans, 3 ans, 2019. Et vous allez voir que les choses ont bien changé depuis. Je ne sais pas si elle va s'ouvrir. Ouais, voilà. Donc ça, c'était notre fenêtre d'analyse en 2019. Donc, il y avait les plays déjà, il y avait les points par poste, mais en réalité, il n'y avait pas grand-chose d'autre. On apprenait à coder tout juste, et puis bon, maintenant, on fait du chemin. Mais ça, c'est comme tout, en fait, dans votre parcours d'entraîneur aussi. Démarrer, vous expérimentez, et puis au fur et à mesure, vous développez, et puis à un moment donné, il se passe des bonnes choses. Donc... J'aurais peut-être juste une question. J'imagine dans la fenêtre que tu nous as montré, tu peux très bien mettre en corrélation les match-ups. Cette joueuse-là est forte sur pick and roll face à telle ou telle joueuse. J'imagine que c'est faisable. Admettons qu'on soit dans une situation où tu t'aperçois que telle joueuse est très mauvaise en défense sur le côté gauche du terrain, n'importe quoi, et la joueuse que tu as en attaque, elle, sur le côté gauche du terrain, elle n'est pas très forte, par exemple. Mais sur le côté droit, elle est très forte, et le défenseur, à l'inverse, sur le côté droit, il est très fort aussi. À quel point, dans la prise de décision derrière, vous tranchez par rapport aux faiblesses ou aux forces du défenseur, qui ne serait pas forcément en corrélation exacte avec les forces ou les faiblesses de l'attaquant? C'est passé la question. Si, clairement, on ne va pas aussi loin que ça. Par contre, ce qu'on peut voir, c'est que, par exemple, Azure et Stevens, dans la tenue des duels, ou quand elle aidait sur du pick and roll, je ne vais pas dire quel côté, mais il y a un côté où elle est moins à l'aise pour défendre latéralement. Et ça, nous, on a vu James a vu cette tendance-là. Et en fait, quand on regarde les points qu'elle prend, en fait, on voit qu'il y a une tendance, un côté ou l'autre, où elle est moins à l'aise. Donc, en fait, nous, on peut en parler à ces choses-là. Et elles ont, du coup, derrière une vigilance. Mais de là à adapter les match-ups par rapport à des détails aussi précis, non, parce qu'en fait, il n'y a que 5 joueuses, donc finalement, c'est relativement facile de savoir sur qui on met qui à défendre, quoi, tu vois. Ma question, c'était plus, admettons que la faiblesse de la défense soit pas en corrélation avec la force de ton attaque. Est-ce que tu insistes quand même sur la faiblesse de la défense, quitte à ce que ce ne soit pas une vraie force que tu es, ou pas? Tu vois ce que je veux dire? Non.
soit pas trop mal dans le post-up non plus. Ok. Ouais. C'est un mix entre les deux. Honnêtement, c'est un mix entre les deux. Et il y a aussi du feeling d'entraîneur qui rentre là-dedans. James, il sent bien les choses. Et donc, il va se dire, ouais, là, elles sont plutôt faibles là-dedans. Et nous, même si on n'est pas extrêmement fort là-dedans, ça vaut quand même le coup de tenter d'attaquer. Après, pour ça, il y a les ITO aussi. Et ça, c'est vraiment en sortie de temps mort des choses qui sont très utilisées. Et lui, sait les tendances où les équipes adverses ont du mal à défendre certains backpicks ou certaines joueuses qui sont facilement exposables. Et donc, en sortie de temps mort, il va dessiner un truc spécifiquement pour ça. Et donc oui, là-dessus, ça c'est exploité. Après, changer complètement notre jeu pour ça, plus ponctuellement sur des ATO ou sur des consignes individuelles par exemple. On avait remarqué... Ouais, ATO after time out, donc c'est tout ce qui est dessiné en fait sur la plaquette lors de match, carton, temps mort, voilà, que les joueurs peuvent exécuter directement après. Par exemple, Torazi, en codant le match 2, je m'aperçois de tendances défensives chez Diana Taurasi. Et j'appelle James, je lui envoie un message plutôt, pour lui détailler tout ça. En fait, on s'aperçoit que Taurasi, elle a plus les cannes qu'elle avait il y a 10 ans. Et donc, elle triche beaucoup en défense. Et quand elle est sur Courtney Vandersloot, elle est proche d'elle parce qu'elle anticipe les pick and roll. Bon, c'est logique. Mais du coup, quand Courtney feinte et reject the screen, c'est-à-dire part à l'opposé, eh ben, elle est battue. Quand elle est sur Quigley, elle la colle parce que Quigley est une grosse shooteuse. Et donc, quand nous on utilise Quigley en tant que poseuse d'écran, ça pose forcément un problème pour Taurasi parce que elle est emmerdée, elle ne peut pas la lâcher et donc elle laisse des points parce qu'elle ne peut pas aider. Quand elle est sur Copper, elle recule parce qu'elle a peur de son drive. Et donc, si elle recule, il faut qu'on mette Copper dans du pick and roll. Parce qu'elle ne va pas être au point de l'écran et nous, on va avoir elle ne va pas être prête à défendre l'écran. Et nous, on va avoir mettre Copper en action grâce à du pick and roll. Et donc, ça, c'est, je pense, les intérêts du scouting vidéo, de voir les adaptations des joueuses défensivement et de pouvoir que Sloot, Quigley et Copper aient ça en tête quand elles ont Taurasi en face d'elles. S'il n'y a pas d'autres questions, j'enchaîne. Du coup, alors, au quotidien, quand on a cette fenêtre-là et qu'on prépare des séances vidéo, après, il suffit juste de faire un truc. C'est, par exemple, on a ça, on a le Finder, voilà, et en fait, on va aller chercher, voilà, si on a je dis n'importe quoi, mais si on a des coupes à montrer de Diamond, par exemple, voilà, elles sont là, donc c'est vrai que pour nous, voilà, on peut aller chercher les choses facilement en fait avec cette analyse-là. Et pour préparer les séances vidéo, c'est relativement facile et rapide. Voilà. On va pouvoir passer sur le terrain. Et je vais vous montrer une chose. Alors, d'après vous, ça, c'est le récap. Normalement, ça doit être le récap de l'année. Enfin, en tout cas, des 30 premiers matchs. Ouais. Ça, c'est le récap des 30 premiers matchs. D'après vous, dans le post-up, quel est le point par possession? Tiens, on va faire un test. Est-ce que le point par possession est supérieur à 1 ou inférieur à 1? Qui pense que le point par possession dans le post-up, il n'y est pas. Mais qui pense que le point par possession dans le post-up est supérieur à 1? Ouais. Ok, qui pense qu'il est inférieur à 1? Bon, il y en a qui ne pensent pas. Qui pense, ok, alors il est inférieur à 1. Encaissé 1, je crois. Qui point par possession dans le post-up est supérieur à 0,9? Non. Inférieur à 0,9, du coup, vous pensez? Ouais. En fait, tac, post-up, là. On voit bien. 0,81. Et en réalité, eh ben, je pense que dans la tête des gens,
c'est supérieur à ce 0,81 là. Et vous voyez, 20% de balles perdues sur la saison de nos adversaires dans le post-up. On n'a pas fait une trappe. On a fait 2. Donc en fait, une des tendances du basket actuel, en tout cas sur la WNBA, c'est que c'est plus rentable aujourd'hui d'amener la balle dans le post-up. Alors bien sûr, vous allez avoir des situations où, parce que vous avez des joueuses exceptionnelles, machin. Mais de manière générale, il y a de moins en moins de systèmes où on amène la balle. Et quand tout à l'heure je vous montrais que amener la balle dans la raquette c'était plus intéressant pour nous, en fait c'est beaucoup plus par du drive, de la fixation, pour ressortir des ballons éventuellement, qui est des fautes. Mais ce post-up là, voilà. Et du coup vous voyez, la différence c'est que sur 30 matchs, les adversaires jouent quasiment 300 post-up et nous 100. Parce qu'on a cette analyse là en fait. Et on voit que, vous voyez, 0,83 pour nous, 0,81 pour elle, 11% balles perdues, 19 là. En réalité, on n'est pas allé chercher des choses qui font pas suffisamment pour nous faire gagner les matchs. Ouais. Je vais parler fort parce que je suis à côté de la caméra. Est-ce que le fait que tu es en train de nous dire que le post-up est moins rentable? Oui. Est-ce que c'est pas aussi un résultat de la formation où il y a de moins en moins de joueuses et de joueurs peut-être qui sont en capacité d'être dominants dans le post-up? Peut-être, mais c'est pas mon boulot. Du coup, non mais c'est vrai, peut-être. Mais du coup, moi je suis là pour analyser ce qu'on fait, et donc c'est probablement ça. Mais j'aimerais bien avoir ces rendements-là sur les années d'avant aussi, tu vois, où on disait pas que la formation était un problème ou quoi que ce soit. Parce que je sais pas en fait, peut-être que c'est des idées reçues. Non, je dis pas que c'est un problème, je dis juste qu'on constate depuis plusieurs années qu'on a de plus en plus d'intérieurs fuyants, on a des intérieurs old school, comme on dit, qui travaillent fort au sol, etc. On en voit, en tout cas, moi je connais peut-être un peu plus le basket masculin, on en voit un peu moins, et c'est peut-être aussi le résultat de ça. Je pose la question en fait. Ouais. Bah oui, c'est ce que d'ailleurs cette situation, tu vas avoir certaines joueuses qui vont être plus efficaces que d'autres, tu vas avoir effectivement d'autres situations plus efficaces, etc. Et ça, c'est aussi après. Alors, soit on peut pousser l'analyse, on peut aller vraiment encore plus loin dans le détail de chaque post-up, et c'est pourquoi pas pour nous un objectif dans le futur. Mais en même temps, là, c'est une idée globale quand même. Donc, une tendance globale. Après, c'est au travail du coach aussi d'aller cliquer sur la petite case en rouge et puis d'avoir un peu de discernement sur tiens, pourquoi est-ce que ça marche, pourquoi est-ce que ça marche pas. Effectivement, tu peux pas. Voilà, il faut forcément analyser un peu plus en détail, mais n'empêche qu'on a des tendances quand même. Et on voit bien que en demi-finale, quand on joue Breonna Jones, premier match, elle nous fait mal dans le post-up. Et voilà, elle nous fait mal. On gagne le match, mais elle nous fait mal dans le post-up. On se pose la question, est-ce qu'il faut l'attraper, pas l'attraper? Et en fait, on va montrer sur le terrain après ce qu'on a demandé nous dans la défense par rapport au post-up. En finale, on joue Brittney Griner, qui est quand même une joueuse ultra dominante dans le post-up. Et en fait, on gagne parce qu'on ne va pas trapper sur elle. Ou très rarement. Et oui, elle met des points, mais finalement, pas un rendement suffisant pour nous battre. Donc c'est une tendance. Donc on va pouvoir montrer des choses sur le terrain. Je vais appeler les filles. On va y aller. Hop. Ouais, donc comme je vous disais tout à l'heure, post-up on a limité. Et donc par rapport à la question de François aussi, nous on s'est dit voilà, on va juste mettre du post-up pour Candace Parker, un petit peu Stephanie Dolson, et puis un petit peu Azure Stevens sur des situations de mismatch. Voilà. Mais derrière on va pas en mettre trop, et on va l'amener sur soit une situation de transition où la défense n'est pas forcément placée, soit un écran rentrant qui va être plus s'apparenter à du backpick qui peut être après évolué vers du post-up.
Ensuite, le deuxième point, et je reviendrai sur la défense du post-up tout à l'heure. Le deuxième point de ce qu'on a pu remarquer, c'est l'efficacité des backpicks. Je pense que vous pouvez le voir sur la feuille là. Vous allez voir. Backpick, donc sur l'ensemble des 30 premiers matchs, voilà, vous voyez, on en joue 95 ici, c'est-à-dire 2 fois plus, même plus que 2 fois plus que les adversaires. Les adversaires qui ont un rendement de 1,02 et nous on a un rendement de 1,16 sur ça. Et donc, c'est pas un hasard. On a joué plus de 2 fois plus de backpick que les adversaires, c'est parce qu'on a repéré cette tendance-là et donc on a cherché à en mettre. Et donc ce que je vais vous montrer sur le terrain, c'est voilà, quelques situations de backpick qu'on a mis en place au cours de la saison de manière très simple. Donc, est-ce qu'on peut mettre une meneuse de jeu d'équipe noire ici, s'il vous plaît? Vite en place par contre, les filles, vite en place, vite. C'est pas grave, c'est pas meneuse de jeu. Une joueuse intérieure ici, voilà, et une ailière là-bas. Mettez la défense en fonction avec 3 défenseurs blanches et les autres, hop, vous mettez. Voilà. Donc on a une situation de backpick en transition avec meneuse de jeu ici, passe la balle à l'intérieur, hop, et puis celle-là, elle vient directement, vas-y, poser un écran dans le dos, un peu flare screen là pour la meneuse qui s'écarte là-bas. Vas-y, hop, 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 2 écrans sur la joueuse, hop, voilà. Voilà. En transition, de manière très très simple, ça nous a permis de trouver des solutions intéressantes voilà, sur cet écran-là. Et en fait, il suffit juste qu'une ailière court, la meneuse monte la balle, poum poum, et puis on a, si c'est entre extérieur, en fait, comme c'est dans les 6-7 premières secondes, bah, c'est pas toujours évident à défendre, et on peut avoir soit du tir là-bas, soit sur la coupe ici, enfin, voilà, des choses. Deuxième situation, on va avoir une joueuse extérieure ici, vas-y viens, hop, voilà. Une joueuse intérieure là-bas, vas-y décale, donne le ballon là-bas, voilà. Une joueuse là dans le corner ici, voilà. Une joueuse dans l'aile ici, voilà. Décale juste un petit peu, hop, voilà, et rapproche-toi là, vas-y mets-toi en défense. Voilà, alors je vous passe l'entrée du système, voilà, mais en gros, donc, il y a cette chose-là qui remonte, et ici à l'opposé, on a notre poste 2 shooteuse ici, Ali Quigley, hop, qui vient poser backpick sur Candace Parker. Bien, tac, à l'écran comme ça, hop, vas-y viens, voilà, hop. Et cette chose-là, elle est en brave galère parce qu'elle a la meilleure shooteuse de toute l'histoire qui est en train de poser un écran ici, et elle est un petit peu en galère aussi parce qu'elle doit défendre Candace avec 0 aide côté faible là-bas. Hop, tu viens utiliser l'écran, tu passes par où tu veux, dans le dos machin. Et là-dessus, en fait, simplement sur ce backpick-là, c'est des choses que vous avez tous vues dans votre vie, hein, et c'est des choses simples, on n'a pas à révolutionner le basket, on est juste allé chercher à mettre en valeur un peu certains profils de joueuses, et puis en fait, à exploiter des données qui nous montrent que les backpicks peuvent donner des solutions, et puis sur l'ouverture ici, bien sûr, en général, elle peut sanctionner. Autre situation, il me faut une intérieure ici, voilà, une extérieure là-bas, une extérieure là-bas, une intérieure qui va être en bas, là-bas, ouais, une extérieure là-bas. Ouais. Donc, on est sur du jeu de transition, ok. Ici c'est Candace, donc c'est passe là, tu renverses, hop. Toi tu vas venir au main à main avec cette chose-là, tac, tac, tac. Et toi, tu vas venir poser un écran dans le dos sur cette chose-là, et toi aussi là-bas, dans le corner, tu viens, rapproche-toi de la raquette, vas-y, passe derrière son écran là, et va dans le poste là-bas. Renverse le ballon là-bas, hop, tu poses un écran sur la grande, voilà, et là, voilà, on se retrouve avec cette situation-là ici, d'accord, de backpick, on peut trouver Candace dans cet espace-là, puis après, il y a beaucoup de liberté en WNBA, ça veut dire que si elle sent qu'elle peut rester là, recevoir, ok, si elle sent que c'est post-up, parce qu'elle sait que la joueuse qui est derrière, elle va pouvoir la travailler dans le post-up, ok, si elle sent que ça va être plutôt ici, face-up, ben, elle va le faire, voilà, et puis à l'opposé, hop, la joueuse s'écarte là-bas, et on laisse un petit peu de place pour ça. Donc ça, c'est une troisième situation. On a une autre situation avec porteuse de balle, il me faut une grande là-haut. Vite, vite, les filles, vite, une grande là-haut. Voilà. Tac. Il me faut une extérieure là-bas, il me faut une grande poste bas ici, et toi, t'es là-bas. Voilà. Donc là, c'est renversé, hop, le ballon, t'amènes le ballon là-bas, et là, on a, toi, tu viens poser un écran sur cette chose-là, hop, tu viens l'exploiter, tu remontes, voilà, tu viens aux main à main.
pam, 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 voilà, hop. Et derrière, cette joueuse-là, là, tac, tu reviens, et là, boum, tu t'écartes. Hop, voilà, flare screen ici, tac. Et on va retrouver un écran dans le dos pour cette joueuse-là, par exemple. Alors ça, on le fait comme ça, mais on le fait aussi à l'inverse, c'est-à-dire pour là, dans une autre. Je vous en montre encore deux situations de flare screen ou de backpick. Il faut une extérieure, vas-y, tu viens dans l'aile, hop, toi tu es extérieur aussi, et on va avoir une intérieure ici, et toi tu peux aller de l'autre. Tu vas venir au main à main avec cette joueuse-là. Non, pardon, garde la balle. Voilà, c'est toi, qui va venir poser un écran, hop, sur cette joueuse-là. Vas-y, tu poses l'écran sur cette joueuse, tu l'utilises, hop, 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 et toi tu viens, et tu vas poser un écran ici. Voilà, parce que ton écran, hop, tu vas t'écarter. Et là, hop, on va pouvoir retrouver un tir ici. D'accord? Donc ça, c'est une entrée assez simple, pistole qu'on appelle, mais l'idée ici, c'est que soit Van der Sloot, elle peut utiliser cet écran parce que les gens ont du mal à quitter Ali Quigley qui est notre shooteuse sur ce type de step-up là. Et si les gens quittent Quigley pour aider sur Van der Sloot, on a l'intérieur là-bas qui libère la joueuse. Voilà. Et si jamais c'est obligé de switcher entre l'intérieur et puis Quigley là-bas, sur le rôle de la grande, on peut avoir un mismatch ou juste une ouverture. Et puis dernière situation de backpick, on va avoir, toi t'es porteuse de balle, toi t'es dans le corner là-bas, hop, on va avoir une intérieure ici, voilà, on va avoir une autre intérieure là-haut, et toi t'es à l'opposé là-bas. Voilà. Tu viens aux mains à main, pam pam pam, voilà, hop, vas-y, franchis, tu te démarques, tu lui donnes le ballon, vas-y, donne le ballon, et toi tu viens directement ici, là, voilà, non, tu viens, voilà, et c'est toi après avoir lâché ton ballon, boum, tu viens l'utiliser ici. Voilà. Et donc là, c'est pareil, les défenseurs ici sont un petit peu mobilisés par ce end-off, là, poum, ça donne. La joueuse qui défendait sur moi, quand j'ai donné la balle, elle pense que c'est bon, et bing, directement, elle se prend un backpick. Et comme nous, on a des intérieurs qui peuvent shooter à 3 points, parce que voilà, on n'a pas spécialement des gros babards, mais plutôt des intérieurs mobiles, capables de jouer 4 et 5 et de shooter à 3 points, ben en fait, on est quasiment obligé d'avoir un bump de la grande là-dessus, et donc sur l'ouverture, on peut retrouver des tirs de la 5, de la 4. Voilà, je voulais juste pas en montrer 150, mais juste certaines situations. Est-ce qu'il y a des questions sur ces situations-là déjà? Non. C'est probablement des choses que vous avez déjà vues et on n'a rien inventé, mais voilà. Ensuite, on a pu remarquer via les analyses, là, on a pu remarquer de manière assez claire qu'en fait, beaucoup de nos créations venaient du pick and roll avec Courtney Van der Sloot. Bon, c'est pas trop étonnant. Mais du coup, l'idée c'était de la mettre en situation avec de la mobilité à chaque fois avant. On n'avait quasiment pas de situation de pick and roll arrêtée. On avait un petit peu sur des fins de possession, par exemple, enfin des fins de carton, mais sinon c'était soit du drag c'est-à-dire la meneuse de jeu remonte la balle et directement à l'intérieur vient lui poser un écran sur le côté ou même au milieu du terrain en fait, pour qu'elle puisse aller créer autour de ça. Et après, c'était beaucoup de liberté. Soit, on avait, je vais montrer juste deux situations. Vas-y, il faut une extérieure ici, vas-y. Voilà, une extérieure là-bas, une grande ici, une grande en bas là-bas, et une extérieure là-bas. Voilà. Ça remonte un petit peu l'extérieur là-bas. Hop, vas-y, tu renverses. Hop, tu renverses. Tac, porteuse ici. Tu viens. Tac, vas-y, en même temps. Là, hop, tu lui donnes le ballon, tac, et mid-pick ensuite, voilà, pour retrouver donc une situation de pick and roll ici, et hop, tu rolls vers le cercle, voilà. À 3 points là-bas à l'intérieur, voilà. Et donc, mais l'idée c'était d'utiliser l'aisance et la capacité, la lecture de Van der Sloot, notre meneuse de jeu sur du pick, avec un petit peu de mise en mobilité avant, et pour que la défense soit moins à même de défendre la situation de pick. Une autre situation, par exemple, vas-y, t'es ici, hop, il faut une intérieure là, tiens, viens, au niveau du coude ici, voilà, et toi tu vas en bas là-bas. Voilà, hop, passe le ballon, tac, UCLA cut, donc écran pour toi, hop, tu vas au cercle, ma grande, vas-y, voilà, hop, tu viens. Tu peux lui donner le ballon, toi tu viens et tu vas poser un écran ici sur cette chose-là, tu vois ici là, paf. Toi tu viens l'utiliser comme tu veux, par au-dessus, par en dessous. Dès qu'elle l'a utilisé, tu remontes. Hop, tu remontes, ouais, par là-bas, voilà.
Bien sûr, si on peut trouver un tir ou un lay-up dessous parce que c'est mal défendu, tant mieux. Et en fait, quand tu remontes ici, vas-y, tu lui donnes le ballon, hop, et tout de suite tu viens lui poser un pic. Et donc ce qui fait qu'en fait, la joueuse qui défend sur Vandersloot ici, bah, elle est un peu mobilisée par l'écran quand même parce qu'elle doit défendre sur Parker ici, et derrière, hop, retard de Vandersloot, sur Vandersloot, et derrière, exploitation du pick and roll dans l'axe ici, voilà. C'est des choses très simples, mais en fait, c'est ça qu'on a cherché à faire pour pouvoir mettre en valeur notre meneuse de jeu sur du pick and roll. S'il y a des questions, faut pas hésiter. Alors, ensuite, on a remarqué une chose, et je vais vous le montrer, c'est que si vous regardez les écrans sortants, si vous regardez les écrans sortants, vous voyez que nous, on n'est pas trop mal, donc on l'a pas mal utilisé, mais les adversaires, c'est pas terrible non plus. 0,84, c'est pas ça qui nous ferait perdre des matchs. Okay, nous, la raison pour laquelle on est à 1,1, c'est Ali Quigley. C'est la raison majeure. C'est-à-dire que c'est voilà, une shooteuse absolument exceptionnelle. Et donc c'est aussi pour ça qu'on en joue plus, parce qu'on a ça dans l'effectif. Et d'ailleurs, on va aller voir quelque chose, justement. Donc là, on a le récap des 30 matchs. Je vais aller ouvrir pas celle-là, du coup, mais l'autre. Voilà. Et je vais sélectionner Ali. Et on va regarder off-ball screen, ce que ça donne. Donc le temps que ça charge, parce qu'il y a beaucoup de volume de vidéo. Quand sa photo va apparaître, c'est que ce sera bon. Voilà. 1,37 points par possession sur 77 off-ball. Donc tout à l'heure, vous avez vu qu'on en a joué 130, mais pour elle, 117, donc c'est plus de la moitié, avec un rendement qui est absolument exceptionnel. Et donc nous, à partir du moment où on a cette joueuse-là, l'idée c'était de la mettre en valeur. C'est la raison pour laquelle on a quelques adversaires, c'est parce qu'on joue beaucoup pour elle. Et tout ce que je dis là, je ne trahis pas de secret d'État. Hein. Toutes les franchises de la WNBA sont au courant de ça, bien sûr. Et donc je vais juste vous montrer 2-3 situations où on peut mettre en valeur en fait la qualité de Quigley qui derrière bénéficie à toute l'équipe. Alors, et franchement, je suis surpris par la simplicité du truc. Une meneuse de jeu ici, meneuse de jeu, voilà. On va dire que Ali, Quigley, c'est toi là-bas. Hop, tu viens sous le panier, vas-y. Non, toi là-bas, vas-y, tu viens sous le panier. Une intérieure là, et puis tu viens ici. Voilà. Et en fait, vous l'avez tous déjà fait dans votre vie. C'est juste, elle part du côté où elle a envie. Vas-y, écran sortant là-bas. Hop, boum. Voilà. Et elle joue autour de ça. Sachant qu'elle a, je ne dirais pas mais quel côté, mais elle a un côté où elle va sortir et tirer à 3 points, et un côté où elle va sortir et tirer à 2 points. Parce que c'est ses tendances à elle. Voilà. Derrière, on a rajouté quelque chose, parce que bien évidemment, la défense anticipe ça, le sait maintenant. Et donc elles sont là sur Ali, alors des fois elles n'y sont pas, mais voilà, elles essayent d'y être. Si jamais elle a la balle, vas-y, donne-lui la balle. Donc toi t'es en défense, mais qu'elle ne peut pas tirer. Nous on a implémenté quelque chose par rapport à l'efficacité de nos backpicks. C'est, vas-y, tu rends la balle à la meneuse de jeu, et toi tu viens. Boum. Voilà, et flare screen directement. Hop. Ce qui fait que cette joueuse-là, qui a fait un gros effort pour empêcher Quigley de tirer ici, là, bon, une fois que Quigley a rendu la balle, soit elle se relâche et elle est morte, soit elle a un autre écran dans le dos à prendre et à défendre. Et là, clairement, si toi, vas-y, descends là-bas, si toi, t'as une vigilance sur elle, ici, on a un avantage sur la grande, bien sûr, que vous avez vu. Donc, voilà, ça, c'est une situation. Et puis derrière, on va avoir, je vais vous montrer juste une autre situation qui va être très simple. Là, si tu viens dans l'aile ici, on va avoir Ali à l'opposé là-bas, au corner. Toi, tu vas être dans le corner ici. On a une grande qui est poste bas, et toi, tu vas être ici. Voilà. Hop, donc nous, ça va être chassé ici. Hop, tu viens dans l'aile. Écran de démarquage, donc toi, tu viens, tu remontes via l'écran de la grande. Voilà, hop, tu remontes, tu viens prendre le ballon ici. Hop. Tu lui donnes la balle, et en fait, sur le temps de cette passe-là, elle va se décaler, et toi, tu vas chercher ici. Voilà, écran sortant sur Ali Quigley, voilà, en bas. Et toi, t'en profites, tu ressors ici, voilà. Et puis après, bien évidemment, en fonction de la défense, on ne fait pas le catalogue, mais en fonction de la défense, on trouve des choses autour de ça. Donc,
ça sert, en fait, on ne cherche pas à aller faire des trucs 15 km de long, en fait. C'est juste quelle situation fonctionne, et puis faire en sorte qu'on puisse les mettre en place sur le terrain pour les choses appropriées. Et en fait, au fur et à mesure de la saison, quand c'est devenu automatique pour les joueuses d'aller chercher ces choses-là, même quand on sort des systèmes, par exemple, vous pouvez avoir une situation comme ça, avec, je ne sais pas si on a un feu, ouais. Pour une raison X ou Y, on est sorti du système, et puis c'est un peu sclérosé, il y a une joueuse qui a la balle ici, il y a une joueuse poste 2 qui est là, ou 3, et puis il y a une intérieure qui est là. Et en fait, il n'y a même pas besoin de dire quoi que ce soit. Celle-là, boum, direct, initiative, tac, tout de suite. Et s'il n'y a rien derrière, s'il n'y a rien ici, hop, elle va revenir au pic ici. Et puis elle, ici, là, si elle voit que sur le pic, elle ne va pas avoir d'avantage, boum, écran sortant pour elle là-bas. Et en fait, cette mobilité-là, pour nous, a été la clé, parce que quand on a fait comprendre aux joueuses sur le terrain quels étaient les points forts de chacune, comment les utiliser, en fait, ça c'est juste une aide, mais ça conforte dans ce qu'on peut observer. Mais derrière, les joueuses, elles le font naturellement en mode ok, on sait ce qu'il faut faire pour gagner, en tout cas on sait ce qu'il faut faire pour mettre des points, et puis voilà, elles le font assez naturellement. Il y a même, au fur et à mesure des playoffs, en fait, et je m'en suis rendu compte en codant, il y a eu de plus en plus de situations où on n'annonce pas. On arrive en attaque, et hop, on passe la balle, et on joue librement. Et donc, moi je cherchais la touche du système, mais il n'y avait pas de système vraiment reconnaissable, donc c'était voilà, free, hop, libre. Voilà. Et on n'avait pas un rendement dégueulasse sur ça. Donc voilà. Par contre, pour les adversaires, c'est hyper compliqué de scouter une équipe qui joue libre, parce que voilà. Et en fait, là, on est en train de se dire, mais on a été champion de WNBA en jouant libre presque une possession sur 4. Donc peut-être que ça peut donner des idées. Alors, juste avant de passer sur la défense, sur quelques éléments défensifs, il me reste 20 minutes, donc on va passer sur la défense. Les line-up, l'outil des line-up pour nous a été vraiment important, parce qu'on a pu se rendre compte vraiment des associations de joueuses et de qui est-ce qu'il fallait mettre ensemble pour ne pas perdre la balle, pour scorer, etc. Et ça, c'est pas vraiment défense, pas vraiment attaque, c'est un peu les deux. Et ensuite, on s'est rendu compte aussi que le rythme pour nous était important. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que les adaptations qu'on a faites défensivement, elles collent avec notre recherche du rythme en attaque. Et probablement que notre défense ne nous permettait pas d'avoir un rythme suffisant pendant la saison, et que les changements qui ont été faits pour les playoffs nous ont donné un rythme supérieur. Alors, on parlait des post-up tout à l'heure. Donc, comme je vous disais, pas de trappe sur les post-up. On ne vient pas trapper les post-up, même s'il y a une joueuse dominante et même si elle met 25 points. Parce qu'on considère que si on trappe sur les post-up, dans cette division, enfin dans cette ligue, on va se faire avoir sur les rebonds offensifs, on va se faire avoir sur les tirs à 3 points à l'opposé. Et en fait, on préfère travailler sur 3 éléments pour défendre. Vas-y, toi t'es grande, hop, tu viens dans le post-up. Toi t'es en défense. Okay. Donne un ballon là-bas. Voilà. Et puis là, restez à l'opposé là-bas, on va se concentrer sur ce travail-là. Okay. Tiens, s'il faut juste une chose à l'opposé, ouais, voilà. T'es en attaque, alors écarte-toi un petit peu, là, en blanc, ouais, t'es en attaque, écarte un peu, toi t'es dans l'aide. Voilà. Donc nous, il y a 3 éléments sur lesquels on a accentué notre défense de post-up, sachant qu'on ne venait pas trapper, même sur des adversaires qui étaient dominantes, comme Griner, comme Breonna Jones, comme Cambage. La première chose, c'est la pression sur la balle. C'est-à-dire que ici, là, c'est vraiment activité des bras, activité sur le champ de vision, pression sur la balle, sortir cette joueuse-là de son confort et de son spacing, parce que plus elle va avoir du mal à la donner dans le post-up, plus on va défendre le post-up. Deuxième élément, c'est deny, c'est-à-dire que essayer pour cette défenseur-là de couper la ligne de passe. Après, on n'a pas du tout été en mode, ok, il faut que tu passes ce pied-là à 12 degrés, ce coude-là, machin. Oui, des fois, il faut donner des consignes individuelles aux joueurs, parce que c'est des conseils qui vont les aider à progresser. Mais clairement, il y a une dimension mentale, c'est-à-dire que toi, tu dois faire en sorte qu'elle ne reçoive pas la balle. Si toi, tu te sens à l'aise à le faire en 3/4, fais-le en 3/4.
Si tu te sens à l'aise en passant devant, passe devant. Si tu te sens à l'aise en tournant autour, tourne autour. Mais il ne faut pas qu'elle reçoive la balle. Donc, on force aussi une prise de responsabilité individuelle des joueuses par rapport à ça. Et parce que parfois, vous pouvez demander 3/4, mais la joueuse, elle ne va pas se sentir à l'aise, elle va avoir besoin de faire autre chose. Voilà. Vous pouvez demander à être complètement devant, mais des fois, la joueuse, en 3/4, elle peut être meilleure. Bref. Donc ça, c'est la deuxième chose. Alors, je ne dis pas qu'on y arrive tout le temps, mais voilà, c'est en tout cas un combat. Et déjà, si elle reçoit la balle ici, déjà, plutôt que dans la raquette, bah, on va défendre un peu mieux le post-up, puisque ça va être moins du post-up, déjà. Et le troisième élément, qui est, je pense, le plus important, enfin, en tout cas, on va dire que les trois sont importants, mais celui-là, il est décisif. C'est de connaître les tendances des joueuses. Parce que comme je vous disais tout à l'heure, les joueuses ont des tendances. Vous allez avoir des joueuses qui vont systématiquement aller chercher à tourner autour de l'épaule gauche et finir main droite. Vous en avez d'autres qui sont capables de finir des deux côtés, mais vous en avez d'autres qui vont chercher à enrouler systématiquement. D'autres qui vont être sur du step back, même dans le post-up. En fait, vraiment, les joueuses ont vraiment des tendances. Griner, c'est très marqué. Brittney Griner, c'est à droite ici, vers le cercle, d'accord. Quand elle va vers la gauche, elle se retourne, hop, et puis elle peut tirer au-dessus ici. Donc c'est son épaule droite qu'il faut défendre avant tout. Elle va jamais finir à une main gauche, ou alors une fois sur 100. Et donc, et là on parle de une des meilleures joueuses de post-up. Mais bien évidemment, quand vous jouez sur d'autres joueuses de post-up, peut-être un petit peu moins douées, un peu moins fortes, elles vont moins vous sanctionner, surtout si vous connaissez leurs tendances individuelles. Et c'est pour ça que le scouting est important par rapport à ça. Et donc nous, quand on scoute, je déborde un petit peu, mais quand on scoute et qu'on montre des images aux joueuses, on ne va pas montrer tout et n'importe quoi. Si on sait que la force de cette joueuse-là, c'est le post-up, on va montrer 3 post-up avec les tendances, et voilà ce qu'il faut défendre. On ne veut surtout pas surcharger le cerveau des joueuses, c'est pas du tout l'intérêt, et tu dois connaître cette tendance-là. Voilà, et c'est ça qu'il faut défendre. S'il y a des questions là par rapport au post-up ou pas? Non? Ok. Deuxième élément défensif. On s'est rendu compte que les mismatchs ne nous tuent pas. Et en fait, on a accepté beaucoup de mismatchs avec poste 2, 3, 4, 5 même à l'extérieur, parce que c'est pas ça qui nous tue, quoi. Donc nous, on a mis en place un système de kick-out, on va montrer. Un système de kick-out avec nos postes 1 et parfois Liquiggly, mais on a laissé beaucoup de situations de kick-out parce que, en fait, les équipes adverses, beaucoup de situations de mismatch, parce que les équipes adverses, en fait, vont sortir un peu de leur jeu et forcer les choses, et finalement, on s'aperçoit qu'elles vont perdre beaucoup de ballons à vouloir jouer sur des mismatchs qui ne sont pas forcément hyper avantageux, en tout cas qui ne sanctionnent pas trop. Donc on va juste montrer une situation de pick and roll. Vas-y, tu as la balle ici, hop, tu viens poser un pick and roll ici, voilà. Là vous écartez là-bas, voilà, c'est large, situation extrêmement simple, on va dire. Tu prends le pick, et on imagine que ça switch, d'accord? Donc toi tu vas prendre la petite ici, voilà. Alors après il y a plein de façons de switcher, voilà. Nous on était plutôt sur switch under, voilà, ok, pour pouvoir bumper quand même, ralentir la descente de la grande et donner un petit peu de confort, de temps de lecture là-bas. Ici, alors on a deux choses différentes. Avec le Sky, on switchait plutôt à plat, pour la grande sortir à plat. Moi, avec la glacerie, je veux sortir très fort sur les switches, essayer d'agresser très fort ici, parce que j'estime que ça donne du temps à la défense pour kick-out, pour s'organiser. Donc toi, tu vas rentrer, hop, voilà. Et donc là, ici, en fait, là-dessus, c'est la responsabilité de cette joueuse-là. Ici, safety. Alors, on a plusieurs façons de le faire, mais ici, en l'occurrence, la safety, c'est toi. Hop, tu vas venir chercher le maillot de Courtney, hop, tu vas la dégager à l'opposé, et c'est toi qui vas venir prendre ici le relais. Mais ça, c'est des choses qu'on fait avec les meneuses de jeu. Mais derrière, si on a Kalea Copper, Diamond de Shields, voire parfois Ali Quigley, en fait, on les laisse se débrouiller contre la grande, parce qu'on a remarqué que c'était pas ça qui fonctionnait du tout. Donc, voilà. Et ça, c'est souvent, et même chose ici, hein. On perd relativement peu de duels, en fait. La grande perd relativement peu de duels de face à une petite sur un switch. Et je pense que dans les idées reçues, on pense souvent que
putain, mismatch, il faut venir trapper, il faut rechanger derrière, il faut éviter les switches, tout ça. En fait, pour vraiment observer le truc depuis quelques saisons maintenant et de manière statistique, en réalité, vous provoquez plus de balles perdues à faire ça que vous prenez de panier. Le danger, il va être plus au rebond offensif, bien évidemment, et c'est là où il faut avoir une prise de conscience sur le box-out, et c'est pas toujours évident. Est-ce qu'il y a des questions là sur les mismatchs? Autre changement qui, je vous le dis, qui nous donne le titre, clairement, c'est le fait de passer d'une défense plutôt en protection dans la saison à un hard edge, donc step out agressif en toute la durée des playoffs. Et en fait, il y a deux façons de faire la rotation. Donc tiens, il me faut une extérieure là-bas, dans le corner. Vas-y. Voilà. Hop, on revient au pic. Ici, on mettait les joueuses sur chaque joueuse là. Vas-y. Et donc là, ici, on va avoir... tiens, rechange. Tiens, viens, meneuse de jeu. Hop, là-bas, repars sur ta joueuse. Voilà. On va rechanger. Toi, tu vas aller dans le corner là-bas et toi, tu vas venir. Voilà, les intérieurs là. Hop, on va dire que tu es intérieur. Voilà. On va avoir un pic ici, et donc une situation de hard edge, comme on appelle ça, donc tu viens, tac, fort, pom. Ouais, tu passes avec ici, là. Ah, tu passes avec, voilà, toi tu es obligé de remonter, parce qu'elle te fait remonter en fait, hop, reste avec, voilà, et ensuite ici, toi tu vas rouler vers le cercle, voilà, et donc là, stop, on a deux situations possibles de rotation, et ça dépendait du scouting des adversaires. Avec Connecticut, c'est compliqué de faire une rotation par l'autre intérieur là-bas, parce qu'en fait, la poste 4 là-bas, c'est la MVP de la ligue, c'est Jonquel Jones, donc on ne peut pas la quitter comme ça, on ne peut pas demander à cette joueuse-là d'aller là-bas, parce que forcément, on va laisser un tir ouvert à 3 points, donc voilà. Donc dans ce cas de figure-là, quand on a une poste 4 shoot, voilà, elle peut être là, mais elle peut être dans le corner, hein, ça ne change pas grand-chose, et bien ça va être avec la safety ici, là, hop, qui va venir faire la rotation ici, et on se retrouve sur un peu la même idée que tout à l'heure sur le kick-out. Okay, on va essayer de faire en sorte que ce ne soit pas la meneuse de jeu qui soit là, ou en tout cas si c'est la meneuse de jeu, qu'elle puisse venir pour voler la balle, et que si le ballon arrive, on puisse venir l'aider quand même. Mais si c'est n'importe quel autre, on accepte ça. Et ensuite, toi, tu rentres à l'opposé, voilà, tu vas chercher une joueuse, ça peut être, si tu rentres, ça peut être toi qui vas là-bas, ça peut être toi qui vas là-bas, toi tu es un peu dans l'intervalle, voilà. Donc, l'autre possibilité, remettez les mêmes. L'autre possibilité, c'est de faire la rotation, comme on a fait en finale. Pas toutes les situations, mais beaucoup de situations. Parce que les postes 4 de Phoenix, c'était Turner et Baum, et que ce ne sont pas des joueuses très à droite à 3 points, voire qui ne shootent pas du tout à 3 points. Donc dans ce cas de figure-là, vas-y, hop, pique, ça sort. Et c'est toi, poste 4, qui vient prendre ici. Tac, toi tu retournes là-bas après. Sur l'autre joueuse. Voilà, changer entre. Et donc ça, c'est voir... voilà. Si jamais on avait une situation de pick and pop, forcément là on fait intervenir une joueuse plutôt extérieure sur la rotation. Après, je ne vais pas vous détailler les 150 possibilités, mais je vous donne juste l'idée globale. Et surtout, pourquoi est-ce que ça a été fait ça? C'est parce que ça nous a permis de mettre notre défense en mobilité et de voler des ballons et de provoquer des tirs un peu forcés et nous donner du rythme ensuite pour l'attaque, parce que nous, quand on a du rythme en attaque, on a de l'adresse, on provoque des fautes, on joue du jeu rapide, et derrière, c'est difficile de nous arrêter sur cette situation-là. Et quand on était davantage en protection, finalement, c'est pas nous qui imposions notre rythme et notre agressivité à l'équipe adverse, et donc, c'était moins efficace, on va dire. Alors ouais, l'analyse, elle doit aussi être visuelle, c'est-à-dire que tout ne peut pas être chiffré. Une anecdote par rapport à Torazi aussi, là, pour la finale, après le match 2, qu'on perd assez, dans des conditions un peu frustrantes, on a une longue discussion avec James, et en fait, Torazi, elle fait un peu ce qu'elle veut sur les pics, nous on est trop loin d'elle, etc. Et moi, je partage mon avis à James, je lui dis, ok, Griner, elle va mettre 20, 25 à chaque match, ok. Mais en fait, celle qui a l'impact sur les autres, c'est Torazi. Parce que si Torazi, elle ne peut pas shooter, ou qu'elle prend des fautes, ou qu'elle est en difficulté,
bah clairement, ça a un impact mental sur toutes les autres. Et les autres commencent à flipper, à mal se sentir. Et si Thorazy, elle a l'espace de créer, de tirer, de faire ce qu'elle veut, de se sentir bien, les autres, méga confiance. Et donc pour le match 3, le gros changement, un des gros changements, ça a été, boum, énorme agressivité sur Thorazy, sur tous les pick and roll. Et en fait, elle n'a pas eu un seul moment pour s'exprimer. On l'a attaquée, donc elle a pu prendre aussi beaucoup de points sur sa tête. Et en fait, l'équipe a absolument coulé derrière, puisqu'on gagne de 36 points, je crois, le match 3. Et parce que Thorazy, elle ne pouvait pas jouer, parce qu'on était sur elle de A à Z. Et ça, c'est pas vraiment quelque chose qui se ressent dans des stats ou quoi, c'est plutôt, voilà, observer, sentir, parce que le défaut de ces choses-là, c'est que plus c'est complet, plus on peut penser que ah, c'est la réalité. Non, c'est une partie de la réalité, mais il faut garder quand même un sens du feeling et de l'observation des visuels simplement. Alors, ouais, autre élément aussi, c'est que souvent il y a des actions spectaculaires qui peuvent se passer à n'importe quel niveau, et à la fin du match on se dit putain, on prend des points dans cette situation-là et tout. Mais parce qu'en fait, les deux actions qu'on a vues nous ont marqué. On s'est dit waouh, ouais, on prend des points. Et en fait, quand on regarde un peu, on analyse un peu plus, en fait, on s'aperçoit que non, c'est pas là qu'on prend les points. Ou alors nous, on peut penser qu'on est bon là-dedans, et en fait, non, on n'est pas si bon que ça là-dedans. Et donc, c'est pour ça que vous entraînez sûrement à des niveaux différents et tout, et donc avec des moyens différents et tout ça. Mais c'est toujours intéressant d'aller analyser vos performances, parce que ça va vous donner de la confiance sur ce que vous faites, ou à l'inverse, un œil un peu, une vision un petit peu différente sur l'analyse. Midi 9, je vous montre un dernier truc. Ouais, sur le côté duel perdu en défense, tout à l'heure vous avez vu, il y a, voilà, on a les drives. Voilà. Ça c'est quelque chose que moi j'utilise beaucoup, là je reviens sur la glacerie, que j'utilise beaucoup avec mes joueuses, parce que enfin ça c'est la fenêtre de Chicago, mais on a exactement la même chose avec la glacerie, donc je ne vais pas vous le montrer, mais c'est la même chose. Et en fait ça, hop, voilà. Les duels perdus, les box-out manqués, etc. C'est des choses que je montre aux joueuses, parce que bien souvent, ça nous aide à les faire progresser en termes de fondamentaux. On s'aperçoit que, on va se mettre là sur le terrain, vas-y, t'es face à moi, vas-y, viens, hop, je prends ta place de défenseur, et en fait, 80%, 90% des duels que je vais perdre face à elle, de face, sont dus à ma position défensive. Je vais chercher la balle, donc je vais me faire avoir. Je vais donner une orientation qui n'a pas lieu d'être. Je vais me faire avoir. Je vais être trop près, me faire avoir. Je vais être trop loin, je vais me faire avoir. Et en réalité, en fait, ça va, moi, ça, là, avec le support vidéo de ces stats-là, ça va me servir à les faire progresser dans certains fondamentaux individuels. Moi, ce que je demande, c'est d'être parallèle à la ligne des 3 points. Parallèle à la ligne des 3 points. Je veux pas qu'on donne une trop grosse orientation, ça m'intéresse pas d'attirer trop l'aide, je veux juste qu'on tienne son duel en face. Et en fait, vous apercevez que bien souvent les joueuses, elles n'arrivent pas à être parallèles à la ligne à 3 points. Elles sont comme ça, parce qu'elles sont droitières, elles vont chercher avec la main droite, ou alors elles y pensent simplement pas. Et en fait, dès qu'une joueuse y pense, après oui, on peut anticiper un peu plus la tendance de la joueuse qui est droitière ou qui est gauchère, et cadrer un peu plus son pied, on va dire, droit ou son pied gauche, mais rester de face. Ça, c'est un exemple. L'autre exemple, c'est les box-out. Les box-out que chaque joueuse manque, etc. En le montrant, on va pouvoir préciser, regarde, là, ta joueuse, elle était à 3 points. Donc si toi, tu es allé vers elle et que tu as voulu faire un gros box-out à 3 points, bah, bien évidemment que tu vas avoir un problème, parce que si la joueuse est au rebond, elle a trop d'espace pour te contourner. Donc peut-être que si elle est à 3 points, bah, toi, ton objectif, c'est d'abord de jauger son intention, et en fonction, si elle y va, là, tu viens à sa rencontre, mais pas plus que prévu. Et à l'inverse, une joueuse dans la raquette, regarde ton box-out. Là, soit, je ne sais pas, un pourcentage, ça doit être à peu près 60%, 70% un tir des rebonds qui arrivent dans cette zone-là. Voilà. Ici, au milieu de la raquette, au cœur de la raquette. Si toi, tu es ici, voilà, et que moi, mon box-out, si je viens le faire comme ça, tac, tac, je vais me mettre en danger.
Parce que le temps que je fasse ça et ça, c'est du temps supplémentaire pour elle, pour aller dans la zone où les rebonds offensifs sont pris. Moi, je pense que comme il y a peu de rebonds off qui sont pris dans les short corners, je préfère qu'on aille là d'abord, fermer ça d'abord, et ensuite, voilà, ici. Parce qu'on montre à cette joueuse-là que ce côté-là, il est fermé. D'accord? Après, on peut avoir des idées différentes, on peut penser différemment, mais c'est, moi en tout cas en tant qu'entraîneur, ça me permet de tout de suite montrer les images de ce que je veux en termes de fondamentaux individuels sur certains éléments importants de la défense. Et pareil pour d'autres choses. Mais